Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact spécial Salon Pro Durable toute cette semaine. Bismart partenaire de ce rendez-vous des acteurs et des solutions de l'économie durable. Ça se tient les 13 et 14 septembre prochains. On a donc un avant-goût, une avant-première dans notre émission avec plusieurs invités qui participent au Salon Pro Durable. Juste après ces titres, justement, mon invité, ce sera Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques sur les enjeux d'économie circulaire à la Fondation Tara Océan. On va parler des leviers activés pour réduire la part du plastique dans nos usages, dans les entreprises, évidemment. Pour notre débat, il sera rejoint par François Clément Grandcourt, qui est directeur général de l'activité briquet chez BIC. On verra comment la marque réduit son impact de la conception des briquets au recyclage en passant par la réutilisation de la matière. Et puis dans Smart Ideas, je vais vous présenter tout à l'heure Teslab, association qui aide les jeunes défavorisés à se relever. Voilà, c'est parti pour ce Smart Impact en partenariat avec ProDurable. Bonjour Henri Bourgeois-Costa, bienvenue. Vous êtes donc directeur des affaires publiques sur ces enjeux d'économie circulaire à la Fondation Tara Océan. On va peut-être commencer par rappeler, même si elle est connue du grand public, ce qu'est la Fondation. Quelles sont ses missions ? Oui, la Fondation Tara Océan, c'est la première fondation consacrée entièrement à l'océan, la fameuse fondation adossée à la goélette que tout le monde connaît. Derrière, ce sont des missions scientifiques, de la science de premier ordre, plus de 200 publications dans les revues internationales scientifiques, essentiellement consacrées aux thématiques biodiversité et climat, aux thématiques biodiversité et pollution et aux enjeux liés à l'Arctique. Ouais. Quelques chiffres, vous avez évoqué les expéditions, 12 expéditions depuis 2003, 150 millions de nouveaux gènes marins découverts, j'ai trouvé ça sur le site de Tara Océan, 130 000 élèves qui bénéficient chaque année de la plateforme éducative. Cette expertise scientifique, c'est ce qu'on soupçonne peut-être pas forcément, cette expertise scientifique, elle sert à quoi ? Alors elle sert à trois grandes choses. Déjà, informer le public, former les jeunes générations, c'est la part éducation qui est très très importante, informer le public et donner aux citoyens les moyens de comprendre les enjeux, et puis outiller les décideurs, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient politiques, à prendre des décisions qui soient en adéquation avec les enjeux de notre période, de notre époque. Oui, donc ça c'est le deuxième enjeu, vous avez évoqué trois. Le troisième, c'est la citoyenneté et c'est donner les clés à la citoyenneté. Voilà. Il y a l'éducation, donner les clés à la citoyenneté évidemment. Et accompagner les décideurs. C'est très important. Sur les décideurs, justement, comment ça se passe ? Parce que quand Tara Océan sort une étude scientifique, elle peut être inutilisable pour un chef d'entreprise ou pour un président de collectivité locale, par exemple. Comment vous rendez tout ça concret et utilisable ? C'est effectivement le grand challenge, c'est qu'il y a souvent un écart important entre la science, la recherche fondamentale et la recherche brute, et puis ce qu'on peut en faire, ce que la société peut s'approprier de cet enjeu-là. Donc c'est un jeu un peu d'équilibre entre ce qui est immédiatement utilisable et puis ce qu'on appelle le temps de la science, c'est-à-dire effectivement ce besoin de temps long pour avoir des informations qui puissent se mettre en perspective. Et ça, c'est effectivement c'est mon enjeu, c'est mon travail à moi. Et ça se passe surtout dans le dialogue, c'est-à-dire en gros, on a un cap très lointain qui se dessine, qui s'esquisse grâce à la science. On voit bien qu'aujourd'hui, sur les enjeux climatiques, on a quelque chose qui s'est esquissé pendant le siècle. On a commencé à imaginer qu'il y avait des questions de réchauffement climatique qui ont été posées par les scientifiques il y a déjà de nombreuses décennies. Et puis, petit à petit, en fait, ça s'est peaufiné, ça s'est affiné, on a vu les choses de façon beaucoup plus évidente. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas attendre trop de temps. Et ça, c'est un peu le travail que je fais avec les décideurs. C'est justement d'être à la fois dans l'accompagnement, dans la prise de conscience, mais aussi dans le fait de bien maintenir en tête que ce qui nous semble aujourd'hui être quelque chose que la science commence à dessiner, si on veut relever le défi, il faut commencer à tout de suite prendre le bon cap. Ouais. On va prendre l'exemple de BIC tout à l'heure, donc on ne va pas en parler tout de suite, mais si vous avez un autre exemple en tête, quel type d'accompagnement, ça peut durer combien de temps ? C'est quoi ? Ils arrivent en disant,
peut-être il y a une histoire d'information, de formation pour commencer. Comment ça se passe? Oui, on pourrait parler d'un enjeu qui est très d'actualité. On parle tous du plastique en faisant une généralité. En fait, c'est des plastiques. C'est un monde très très compliqué, les polymères artificiels, et tous n'ont pas le même impact sur l'environnement. Certains sont plus problématiques que d'autres, notamment les plastiques chlorés qui posent des problématiques d'acidification, les plastiques styréniques, qui sont des plastiques particulièrement toxiques, et les perfluorocarbonés, qui sont aussi des plastiques très toxiques. Et on accompagne depuis quelques années aujourd'hui les industriels qui utilisent les plastiques styréniques, donc le polystyrène, les polystyrènes expansés, toute cette grande famille, à réfléchir à des solutions qui permettent de les éviter quand ils sont évitables, parce que ce sont des plastiques qui posent de grosses problématiques de toxicité environnementale, des problématiques qu'on soupçonne aujourd'hui scientifiquement. C'est le début des études climatiques également. Ils auraient des conséquences très très négatives, notamment sur la biodiversité des algues, des micro-algues marines, qui sont cette espèce d'énorme pompe carbone qui nous permettent d'avoir un climat qui ne s'accélère pas plus qu'il ne s'accélère actuellement. Oui, il faut rappeler cette évidence. Elle est d'ailleurs citée sur la page d'accueil de Tara Océan. Notre avenir dépend de la bonne santé de l'océan. Pourquoi ? Déjà parce que c'est l'essentiel de la vie sur Terre, c'est de l'océan. Nous, on est une espèce terrestre, donc on a tendance à l'oublier un peu. On ne va pas tous les matins. C'est pas pour rien que c'est la planète bleue, quoi. Voilà, c'est pas pour rien que c'est la planète bleue. Et effectivement, on est né de l'océan. Notre composition physiologique, elle est encore salée, saline. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est né de cet océan-là. Et en fait, toute la vie sur Terre, elle s'est construite à partir de l'océan. Et elle continue à cet écosystème majeur, il continue à alimenter la pompe climatique, la pompe de biodiversité, etc. Et y compris l'alimentation pour une bonne partie de l'humanité. On l'a vu cet été d'ailleurs avec une eau à plus de 30 degrés en Méditerranée. Alors, on peut se dire, ah super, c'est facile de rentrer dans l'eau, j'en profite en vacances. Mais pourquoi c'est quoi les conséquences d'une information comme celle-là, d'un constat comme celui-là ? Un constat comme celui-là, derrière, c'est beaucoup de choses qui vont arriver en cascade. C'est des grands bouleversements écosystémiques. Alors, derrière le mot un peu pompeux, ça veut dire qu'en fait, la vie dans ces océans va être complètement bouleversée. Et il faut bien avoir en tête que nous, notre existence sur Terre, elle est complètement dépendante de l'existence des autres êtres vivants sur Terre. Si on est en bonne santé, si on est capable de respirer un oxygène suffisant pour nous, si on est capable de s'alimenter, c'est parce que l'écosystème est tel qu'il est. Et donc ce bouleversement, il aura des conséquences qu'on ne maîtrise pas du tout. On ne sait pas si demain, ce réchauffement des eaux va remettre en cause une partie de notre alimentation, va remettre en cause une partie de notre santé, en favorisant certains virus aquatiques, par exemple, au détriment d'autres, etc., etc. Donc ces bouleversements-là, en fait, il faut imaginer... D'ailleurs, le terme écologie, c'est oikos logos, la science de la maison. C'est vraiment ça l'origine sémantique du terme. C'est notre maison, la Terre. C'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à ancrer dans nos réflexions, mais c'est bien ça la réalité. Et en fait, on est en train de bouleverser nos maisons. C'est ça le problème. Si on revient sur le plastique, les missions de Tara Océan, ça fait que nous ont-elles appris ou que nous apprennent-elles sur la prolifération des plastiques ? Vous l'avez dit, ce sont des plastiques déjà. Oui, alors elles nous ont appris beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, des concentrations qui sont très très importantes. La Méditerranée comme mer la plus polluée au monde par les plastiques. Ça, c'est aussi des éléments qui ont été collectés grâce à Tara. Et puis, une omniprésence de microplastiques. Ça, c'est vraiment un élément qui est très très important. Ces microplastiques, ils ont pour part une origine, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'origine de petits plastiques, des plastiques de production, des plastiques qui ont été utilisés sous forme de micro ou de nanoplastiques, mais également ceux issus de la dégradation des gros déchets, ce qu'on imagine plus facilement, on imagine des grands déchets dans la mer. En fait, ce qu'on a appris grâce à Tara, c'est que l'essentiel de ce qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des petits, des tout petits, et en fait, les microplastiques, c'est inférieur à 5 mm. Donc tout ça immédiatement, ça balaie d'un revers de main l'hypothèse de nettoyage des mers et des océans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Donc c'est à l'émission, c'est à la source qu'il faut, faut moins émettre. Il faut moins émettre. Il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir récupérer tous ces plastiques. C'est tout à fait ça. Et une autre mission, Tara, qui a consisté à aller travailler sur les embouchures des fleuves et les remontées des fleuves, a permis de constater qu'on trouvait déjà les plastiques sous forme de microplastiques à ces endroits-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer, c'est ce qui s'esquisse aujourd'hui, qu'on aurait un énorme gisement à terre dans les sols un peu partout et qu'en fait, les épisodes climatiques les fractionnent, les UV les détruisent et les amènent déjà sous forme de petits plastiques. Donc vous l'avez très bien dit, il n'y a pas d'autre solution que de travailler à terre, il n'y a pas d'autre solution que de travailler très en amont
Et c'est pour ça que je travaille sur ces enjeux-là. Et cette mobilisation, elle date d'il y a, alors c'est malheureusement sans doute trop récent, mais il y a plusieurs années quand même qu'il y a une alerte sur les plastiques, il y a des réglementations qui ont changé, etc., etc. Est-ce qu'on commence à en voir les effets ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour en voir les effets? Non, c'est malheureusement beaucoup trop tôt pour en voir les effets. On a un vrai enjeu de masse, c'est-à-dire que c'est une pollution qui a des problématiques particulières de toxicité sur certains plastiques. On en a évoqué quelques-uns, les plastiques styréniques, les perfluorocarbonés. Mais on a aussi une pollution qui est du fait de la masse de ce qu'on déverse dans l'environnement. Il faut imaginer que ces pollutions de masse, elles peuvent arriver même avec des éléments naturels. Si je peux illustrer sans comparaison. En Bretagne, quand on parle de pollution par les lisiers de porc, le lisier de porc, c'est quelque chose de tout à fait biodégradable. Et pourtant, ça pose des problèmes environnementaux parce qu'il y a une grande masse. Donc les plastiques posent ces deux problématiques, la masse gigantesque. Et en fait, la masse, elle n'est pas en train de diminuer, elle est en train d'augmenter à l'échelle planétaire, y compris d'ailleurs dans nos pays. Donc on a un vrai enjeu qui est de réfléchir mieux les plastiques, de les utiliser à bon escient, parce que ce sont des matériaux formidables, on ne va pas se mentir. S'ils ont été autant utilisés, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ils sont plastiques au sens premier du terme. Facile à modeler. Voilà, facile à modeler. Ils sont pas chers et résistants. Résistants. Et en fait, on les a utilisés pour faire exactement l'inverse. On les a utilisés pour faire des produits dont on n'a pas besoin, qui sont résistants puisqu'ils sont éphémères. On les a utilisés à la place d'autres matériaux qui auraient été parfois beaucoup plus opportuns. Et puis on les a utilisés massivement sans se préoccuper de ce qu'ils allaient devenir en fin de vie. Et donc l'ensemble de ces trois éléments-là fait qu'aujourd'hui, on a des plastiques qui se retrouvent en masse dans l'environnement. Et justement, on va voir avec un cas d'école passionnant, celui de la marque BIC, comment les entreprises réagissent. C'est le débat tout de suite. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour notre débat, toujours en partenariat avec le salon ProDurable, j'accueille François-Clément Grandcourt. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes directeur général de l'activité briquet de BIC. Les briquets, ça représente 38% du chiffre d'affaires du groupe, 618 millions d'euros en 2021. Ça veut dire combien de briquets vendus dans le monde chaque année? On parle en milliards là, j'imagine? Environ 1,5, 1,6 milliard par an, oui, tout à fait. 1,6 milliard de briquets vendus chaque année dans le monde. Le succès de BIC, il est consubstantiellement, intimement lié au plastique, évidemment. Depuis quand vous avez pris le virage pour en utiliser moins, pour le recycler? Comment cette dimension s'intègre au business model de BIC? Alors ça fait longtemps, BIC avait déjà fait sa première analyse de cycle de vie, on appelle ça, en 1994. Ce qui était extrêmement tôt. Et puis depuis, il y a eu différents baromètres qui nous permettaient justement de travailler sur l'ensemble des consommations plastiques, mais au-delà du plastique également. Et à l'issue du dernier baromètre, on se demandait comment est-ce qu'on pouvait procéder à une accélération. Et on a décidé à ce moment-là de mettre le briquet en avant et de dire, voilà, le briquet va nous chercher des solutions pour aller plus loin en termes de développement durable et qui permettra de pouvoir de montrer la voie pour les deux autres catégories. Les autres divisions qui sont l'écriture et le rasoir. Et donc ça a commencé il y a 4 ans. Ça a eu une vraie accélération il y a 4 ans, mais on avait déjà commencé à travailler sur une machine de recyclage il y a 7 ans. Et donc il a fallu 7 ans pour la mettre au point. 7 ans de recherche et développement pour mieux recycler les briquets, c'est ça? Alors en fait, c'est plus que ça. Le briquet a été dessiné, le briquet BIC a été dessiné dans les années 80. Et ça tombait extrêmement bien parce qu'il a été construit de façon quasiment éco-conçue, alors que le terme de l'éco-conception et le concept n'existaient pas. On ne l'utilisait pas, oui. Et en 4 mouvements, on est capable de désassembler un briquet BIC. Et ce qui nous a permis de monter une machine automatique qui nous permet d'aller chercher chacune des pièces et de s'assurer qu'on récupère de la matière qui est absolument pure, qui nous permet d'ailleurs de la réutiliser en interne ou en externe. Henri Bourgeois-Costa, comment la Fondation Tara Océan accompagne, vous nous l'avez précisé dans la première partie de l'émission, voilà, le fait de rendre finalement les études scientifiques utilisables par des entreprises, comment vous accompagnez, on peut prendre l'exemple de BIC, d'un industriel sur ces enjeux d'économie circulaire?
Il y a deux aspects dans notre travail avec BIC. Un aspect qui est un dialogue science-entreprise. Donc, ce sont les scientifiques qui partagent en direct avec BIC un certain nombre d'éléments et qui vont creuser certains aspects qui vont en particulier intéresser BIC. Des aspects de toxicité particulière de certains éléments. Des aspects Ce que vous disiez tout à l'heure, utiliser moins tel type de plastique et peut-être plutôt tel autre. Se poser la question de la dégradation dans les écosystèmes de telle ou telle matière, etc. Et puis un deuxième aspect qui est un dialogue plus classique, ONG, entreprise, pour le coup, que je vais porter moi, pour Tara, qui va être consacré aux solutions, celui-là. C'est-à-dire, en gros, une fois qu'on a fait ce constat avec la science, on dresse des hypothèses. Et quelles sont les hypothèses qui sont les plus vertueuses en matière d'économie circulaire, les plus acceptables d'un point de vue sociétal aussi, parce qu'il y a aussi ces questions-là qui se posent. Et donc, c'est un dialogue permanent. C'est pas nous qui arrivons avec des solutions ou BIC qui nous pose les siennes. C'est un dialogue permanent. On confronte ces idées-là. Et on essaye d'avoir un objectif le plus haut possible en matière d'efficacité environnementale. François-Clément Grandcourt, vous avez besoin de c'est même pas une caution, de ce partenariat scientifique ? Ah, plus que ça. La première fois que j'ai discuté avec Romain Troublé, le responsable de la Fondation Tara, je suis venu avec toute une pile de livres que j'avais lus. Et je lui ai dit, voilà, j'ai lu tous ces livres-là, mais après ça, comment on fait ? Et c'est lui qui m'a dit, mais en fait, si tu veux savoir comment avancer, la seule solution, c'est la science. La science académique n'aura jamais la précision dont tu as besoin et elle n'avancera jamais au rythme où tu as besoin qu'elle avance. Et donc, en fait, c'est lui qui nous... Donc, faire une science adaptée, pardon de vous interrompre, mais adapter la science à l'usage d'une entreprise et au produit. Exactement, au produit, vraiment au produit. Et à ce moment-là, on était mis en contact avec des laboratoires qui nous ont permis de monter des protocoles de tests pour comprendre quelle était la situation. Ça va vers, en effet, les tests dont parlait Henri, mais c'est également aller faire des comptes de briquets trouvés sur des berges, par exemple, ou sur des plages, pour comprendre les flux, ouvrir des poubelles pour comprendre où sont les fuites, mais également sur le produit. Comment est-ce que le produit se dégrade ? S'il se dégrade simplement dans la mer, sans vie, ou alors s'il se dégrade avec de la vie. Et toutes ces dimensions-là, ça permet d'identifier sur ce qu'on appelle l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, les points faibles, les points améliorés. Et c'est là où c'est extrêmement important d'avoir un scientifique, parce que nous n'avons pas, nous, dans l'entreprise, le niveau de savoir qui était nécessaire pour pouvoir faire ça. Ouais. On va prendre un exemple, les briquets, peut-être le briquet jaune, là, c'est quoi la logique ? C'était d'utiliser moins de matière, c'est ça ? Et expliquez-nous. Alors, ce briquet-là est un briquet utilitaire que l'on utilise, par exemple, pour allumer un barbecue, ou allumer des bougies qui sont un petit peu profondes, par exemple. Et ça permet d'éloigner les doigts de la flamme. Et en fait, la majeure partie des usages que l'on peut faire avec ce briquet-là, on peut les faire avec celui-ci. Et celui-ci a un impact environnemental qui est considérablement inférieur, une quantité de plastique très inférieure, ça se voit aussi. Donc en fait, c'est une réduction des 2/3 du plastique utilisé, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Mais un autre également, c'est ce briquet-là qui a été travaillé, notamment en tirant parti des tests qui ont été faits, dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'avoir une baisse de CO2 de 30%. Comment ? Alors avec d'abord une réduction d'impact des matières directement en tant que telles, qui pour la moitié environ, et pour l'autre moitié on fait de la compensation carbone pour le gaz, parce que pour l'instant on n'arrive pas à trouver du gaz biosourcé, donc on travaille avec d'autres industriels, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire, techniquement c'est possible, et entre-temps on fait de la compensation, et on arrivera à terme avec du gaz biosourcé également. Et l'objectif est que chaque année, on puisse venir avec un produit qui va encore plus loin en termes de baisse d'impact. Henri Bourgeois-Costa, la démarche de BIC, il y a beaucoup de grandes entreprises qui font cette démarche-là, à ce point de lien avec la science, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, cette démarche-là, elle est assez pilote, on ne va pas se mentir, elle n'est pas encore complètement développée, mais il y a une vraie volonté et on sent vraiment plus qu'un frémissement. C'est-à-dire que le dialogue, il est engagé avec beaucoup d'entreprises. Mais François l'a très bien souligné, la démarche de BIC, elle est historique. Il a évoqué 94 sur les premières ACV. Il y a peu d'entreprises qui peuvent évoquer ces dates-là. Donc on voit qu'il y a cette appétence. Mais c'est pourquoi, aussi... je vous interromps, pardon. Pourquoi ça peut être un exemple à suivre ? S'il y a des chefs d'entreprise ou des cadres de grands groupes qui nous regardent, en termes d'efficacité de la démarche, le fait de s'adosser à une étude scientifique, à des scientifiques, qu'est-ce que ça change ?
Mais ça change une exigence, ça pose une exigence de résultat derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'évaluer de façon honnête, objective et par des parties tierces ce qu'on fait, forcément, quand on se projette dans un avenir un peu différent, puisque c'est bien l'enjeu, on va également l'analyser avec ce regard critique-là. Et donc, ça veut dire qu'on accepte de bouleverser un peu son schéma préétabli, qui est très confortable. On est tous dans cette logique-là, c'est très humain, mais qui est à l'inverse de ce qu'il nous faudrait. Il nous faut des révolutions industrielles. Alors, ces révolutions-là, il ne s'agit pas de mettre un coup de pied dans la table, c'est pas le propos, mais en tout cas d'accepter de penser les choses très différemment. Et on voit bien que c'est souvent là qu'est la difficulté, d'accepter les choses très différemment. Est-ce que, alors je pose la même question, mais de votre point de vue, c'est le regard ou l'aiguillon scientifique, est-ce que ça vous pousse à aller plus loin, être peut-être un peu plus exigeant par rapport à la démarche initiale? Alors oui, ça permet également de ne pas déplacer les problèmes. Il est facile de prendre une idée préconçue, de l'appliquer, on est tranquille pour 5 ans. Et puis dans 5 ans, on s'aperçoit qu'en fait, on était dans le mauvais sens. Ah oui, c'est-à-dire pas prendre le mauvais chemin, d'accord. Et par exemple, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on devrait faire des allumettes? On s'est dit, les allumettes, c'est un bout de bois. Non, en fait, l'allumette, elle a un impact environnemental qui est 6 fois supérieur à la flamme d'un briquet. Il y a également 70%... Ça, c'est étonnant, ça. Oui, et 70% de plastique en plus dans une allumette que dans une flamme de briquet. Parce que le bout rouge ou marron, en fait, c'est du polymère, c'est du plastique. Et en fait, ce plastique, dedans, il y a tous les produits chimiques qui sont assez instables et qui permettent de s'allumer. Ou je vous conseille absolument pas de mettre votre allumette dans du compost pour aller faire croître des tomates, par exemple, parce qu'une allumette, ça contamine 500 litres d'eau. Donc ça, déjà, c'est OK. On aurait pu se lancer dans ce business-là. On n'y va pas parce que écologiquement, c'est pas forcément meilleur. Mais est-ce que dans l'exigence, parce qu'il y a la fausse route, puis après, il y a l'exigence de résultats, est-ce que ça vous a poussé à aller plus loin? Alors, oui. Parce que pardon, je vais plus loin dans la question. Derrière, il y a des investissements, ça coûte de l'argent. Enfin, voilà, il y a un impact économique pour l'entreprise qui n'est pas neutre. Alors, oui, il y a un impact pour l'entreprise qui n'est pas neutre, c'est juste. Par contre, ça apporte un avantage. Vous êtes sûr que ce que vous voyez aujourd'hui sera le même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Ça veut dire que ça assure que les investissements qui sont faits aujourd'hui seront toujours valides à ce moment-là. Et qu'à nouveau, on n'aura pas créé des solutions temporaires qu'il faudra rechanger derrière. Donc il y a une exigence, c'est juste, ça nous pousse énormément également, mais d'un autre côté, ça nous donne une assurance absolue du fait que les solutions seront pérennes dans le temps. Est-ce que les solutions que vous inventez ou co-inventez avec une entreprise, est-ce qu'elles sont duplicables ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment à chaque entreprise, sa relation avec la science et finalement sa solution adaptée presque sur mesure, quoi? Alors je dirais que la solution est adaptée à chaque entreprise. Chaque fois, on va avoir des produits différents, des approches différentes. Mais la mécanique de pensée, elle est toujours la même. C'est-à-dire, c'est effectivement cette exigence-là d'avoir une solution qui soit pérenne dans le temps. Je reprends les propos de François. Et c'est quelque chose qui est capital. Aujourd'hui, on assiste effectivement à une espèce de frénésie autour de cette question du plastique qui peut donner parfois cette fâcheuse tentation d'aller vers le rapide, vers l'illusoire. Voilà, on va remplacer la bouteille en plastique par une bouteille en composite avec 3-4 matériaux, dont du plastique, mais qui ne se voit plus. Sauf que cette nouvelle solution, elle est bien pire que le plastique qu'on avait avant. Le plastique qu'on avait avant, on savait le collecter, le recycler. La collecte ne marche pas très bien, le recyclage n'est pas performant, mais on aurait pu les améliorer. Le nouvel emballage qu'on a fait n'est pas mieux collectable. S'il est composite, il n'est pas recyclable. Voilà. Donc globalement, on a juste créé un écran de fumée qui nous garantit un peu de sérénité pendant 4-5 ans. Et en fait, on va avoir quelque chose qui va nous exploser au visage encore plus fort dans 4-5 ans. Et ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Et cette démarche exigeante que porte BIC, c'est celle qu'on a envie de pousser parce qu'elle nous permet d'avoir des bonnes solutions. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce partenariat donc, entre la Fondation Tara Océan et le groupe BIC. On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up éco-responsable. Smart Ideas, et pour une fois, ce n'est pas une start-up qui est à l'honneur, mais une association. Bonjour Hakim El Hadouchi, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Teslab, histoire de famille, c'est ça? C'est une histoire de famille, effectivement. À l'origine, dans les cofondateurs, il y a mon frère, mon grand frère, avec qui on a grandi et on a un peu connu
l'histoire de grandir dans un quartier populaire. Et Dans la région de Strasbourg, Dans c'est la ça région de Strasbourg, exactement. Ouais. Et on avait aussi un point commun, c'est qu'on aime l'école, on aime apprendre. Et on a créé Tesla tout simplement parce qu'on voulait avoir ce qu'on voulait plus jeune, nous. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui vous a manqué? exactement, Ouais. des gens qui nous donnent de la confiance et du réseau pour s'orienter et pour chercher le premier stage. Je le dis souvent, les premières difficultés arrivent au collège, en troisième, quand il faut chercher ce petit stage de 4-5 jours. Et certains, ils se disent, mais en fait, ça va être difficile. Pourquoi? Certains, ils veulent faire un stage et ils n'y arrivent pas. Ils vont aller à la boulangerie du coin ou alors pas du tout, ils se retrouvent au collège. Là, c'est le premier message qu'on leur transmet. Ouais, message négatif. Un message négatif, effectivement. Et ça arrive dans l'orientation aussi, qui est une orientation subie, et aussi dans le premier stage professionnel ou le premier emploi. Et donc, vous créez Teslab. Avec quelle idée? Qu'est-ce que vous proposez avec Teslab? En fait, c'est né de 3 constats. Ce que je disais, dans les quartiers populaires, il y a un jeune sur 2 qui est au chômage, de 16 à 25 ans. Le deuxième, quand on fait des études, même en étant de milieu populaire, on peut avoir des difficultés à rester et à être diplômé. Le troisième, même quand on est diplômé, on a des difficultés à trouver un emploi. On a remarqué également, en parallèle, qu'il y avait une importance dans le monde du travail des soft skills, des compétences transversales. Oui, le comportement, on va Le dire. comportement et des compétences relationnelles également. Ouais. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était proposer, faire bénéficier à des jeunes de milieux populaires des formations qui ne sont pas forcément accessibles aux soft skills, aux compétences transversales. Et concrètement, TESLAB, c'est un acronyme. Ouais. Ça veut dire transmettre l'excellence à travers les super skills ou les soft skills, donc les Ouais. compétences transversales. Et ce qu'on fait, en fait, on forme des jeunes à ces compétences transversales. Nous, on en a identifié quelques-unes. On en a identifié 4. La première, c'est la connaissance de soi. Apprendre à connaître ses ressources, ses forces. Je ne sais pas si, Thomas, si je vous demande, c'est quoi vos forces? L'empathie. Ah, l'empathie. C'est ce que je dirais en premier. Exactement. Et on leur apprend concrètement à décortiquer c'est quoi l'empathie et en quoi c'est une force. Leurs valeurs également, pour avoir une boussole. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier des soft skills qu'on a identifié, c'est la prise de parole. Vous êtes un professionnel de la prise de parole. Beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément des professionnels, ont des difficultés, et ça joue sur la confiance. La troisième, c'est l'esprit entrepreneurial. C'est tout simplement apprendre à se développer, à développer un projet, que ce soit entreprise, mais tout simplement un projet concret. Ouais. Et le quatrième, c'est d'apprendre à développer des outils numériques, notamment le no-code. Ça s'adresse aux jeunes des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de la ville. Ils sont souvent en première ligne, ou pas seulement eux? Pas seulement eux. En fait, on a une vision très globale. On considère que, bien sûr, on veut créer le monde de demain et on veut investir sur les jeunes, globalement. On investit sur les jeunes, mais en particulier les milieux modestes, parce que c'est là d'où on vient. On a commencé par là, mais on peut tous les jeunes sont invités, bien sûr, même des territoires ruraux. Je viens de Strasbourg, autour, c'est l'Alsace. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes accès. Ouais. Beaucoup de ces jeunes ont un potentiel, un talent à faire émerger. C'est aussi ça le message que vous voulez faire passer? Exactement. En fait, on peut voir qu'il y a vraiment des talents gâchés ou cachés. Et en fait, on veut révéler ces talents-là parce qu'ils peuvent être au service de leur territoire, de leur société, des entreprises, mais également créer des initiatives. Parce que c'est aussi le message de diversifier les talents. Quand on met de côté une partie, on met de côté des énergies et une manière de voir les choses. Donc c'est aussi ça, et c'est un message, c'est de prendre sa place dans la société. Ouais. Alors il y a Teslab, il y a aussi BIU. BIU, c'est quoi? C'est le leadership au féminin? Exactement, c'est un peu plus précis encore? BIU, c'est effectivement, on voit qu'il y a aussi un vrai enjeu auprès des filles, et de sensibiliser les filles à des filières qui sont sous-représentées, donc les filières scientifiques, les filières numériques et entrepreneuriales. Et en fait, ce qui est fait avec BIU, c'est de créer des hackathons, c'est de créer des rencontres aussi avec des rôles modèles, avec des personnes et des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont dans le domaine scientifique ou dans le domaine numérique. Et le fait d'avoir ces modèles à suivre, ça décuple la confiance en soi après. Merci beaucoup, Hakim El Haddouchi. Bon vent à votre Teslab et à BIU. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous en partenariat avec le Salon Pro Durable. Salut.